Bienvenue à vous, auditeurs, auditrices, je suis l'auteur de ce podcast, Objectif Bac Français, je m'appelle Arthur. Découvrez mon site internet aufonddelaclasse.com pour des conseils de méthode et d'organisation et des cours sur les œuvres au programme. Le lien dans la bio du podcast, aufonddelaclasse.com. À très bientôt, ciao ciao. Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, nous allons voir que dans les lettres d'une péruvienne de Françoise de Graffigny, les portraits et les anecdotes fonctionnent comme des raisonnements par l'exemple. Dans un épisode précédent, on s'était déjà étonné que ce livre, qui est un roman épistolaire, soit au programme au titre de la littérature d'idées. Alors dans cet épisode, on va s'intéresser à la manière dont les idées du roman, précisément, passent par des formes ordinaires du genre du roman, le portrait et les micro-récits, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler des anecdotes. Parce que Françoise de Graffigny ne fait pas de la philosophie abstraite. Elle le fait par l'exemple, par des scènes précises, des personnages contrastés, des anecdotes qui nous permettent à nous, lecteurs, lectrices, de remonter vers une vérité générale. La lettre 13, c'est l'une des plus construites du roman à ce titre-là. Zilia arrive à Paris chez la famille d'Éterville et elle rencontre successivement la mère et la jeune sœur. Et l'autrice construit alors deux portraits. Un portrait de la mère, un portrait de la sœur, en opposition presque terme à terme. Et le contraste fait la démonstration à la place d'un commentaire ou d'une exposition idéologique qui aurait pu être plus ennuyeuse. Alors commençons par le portrait de la mère. Voilà comment Zilia le décrit. Je vous cite un extrait. « Nous la trouvâmes à demi couchée sur un lit à peu près de la même forme que celui des Incas et de même métal. Après avoir présenté sa main au cacique, qui la baisa en se prosternant presque jusqu'à terre, elle l'embrassa, mais avec une bonté si froide, une joie si contrainte que, si je n'eusse été averti, je n'aurais pas reconnu les sentiments de la nature dans les caresses de cette mère. » Et un petit peu plus loin, elle jeta sur moi un regard dédaigneux, et, sans répondre à ce que son fils lui disait, elle continua d'entourer gravement ses doigts d'un cordon qui pendait à un petit morceau d'or. Chaque détail, vous voyez ici, est un signe intéressant. Le regard dédaigneux dit le mépris. L'absence de réponse dit l'arrogance. Le geste des doigts sur le chapelet dit le désintérêt. Et elle n'interrompt même pas son occupation pour regarder l'étrangère que son fils lui présente. Mais la formule est plus acérée encore un petit peu plus loin quand elle dit ne pas reconnaître les sentiments de la nature dans les caresses de cette mère. C'est Zilia qui parle, évidemment. Une mère qui embrasse son fils sans qu'on y reconnaisse la nature. C'est-à-dire que c'est une mère qui a perdu quelque chose d'essentiel, l'affection, et quelque chose donc que la société a étouffé. Et voici d'un autre côté, de l'autre côté, le portrait de Céline, la fille. Quoique je n'entendisse rien de ce qu'elle me disait, ses yeux pleins de bonté me parlaient le langage universel des cœurs bienfaisants. Ils m'inspiraient la confiance et l'amitié. Vous voyez bien là que le contraste est vraiment frappant. Là où la mère communiquait par des signes de hiérarchie et de froideur, Céline, elle, communique par le langage universel des cœurs. Et c'est précisément ce langage-là que Zilia comprend. Évidemment, elle qui ne parle pas encore un mot de français ou presque. Pas besoin de langue commune pour reconnaître la bonté naturelle des gens. Et la mère met fin à cet échange d'un mot. Céline baisse les yeux, repousse la main de Zilia, cesse de la regarder. Et la hiérarchie sociale reprend le dessus sur la nature. En un instant, en fait, en une injonction. Et cette idée, la bonté naturelle écrasée par la société, est condensée ainsi en quelques lignes, sans jamais être formulée explicitement. C'est le portrait qui fait le travail. Et voilà donc l'idée formulée par ce portrait, à laquelle le lecteur ou la lectrice qui réfléchit un petit peu parvient, évidemment, en se rendant compte ici que la bonté, l'affection maternelle
ou l'affection qu'on a à l'égard de n'importe qui, de sympathique qui se trouve à côté de nous, eh bien, est écrasée et tuée par cette société artificielle et criminelle, finalement, pour les instincts naturels des humains. Le roman, d'ailleurs, procède souvent de cette façon-là. C'est-à-dire qu'une scène particulière, observée par Zilia, bien sûr, qui remonte ainsi vers une vérité générale. C'est ce qu'on appelle un raisonnement par induction, c'est-à-dire la généralisation à partir d'un cas particulier. Et c'est bien sûr une méthode philosophique autant que romanesque. La lettre 17 en donne aussi un exemple à la sortie de l'opéra. Zilia voit un jeune homme s'approcher de Céline, lui glisser quelques mots à l'oreille, lui laisser un billet, et puis repartir. Et Céline, dit Zilia, je vous cite le texte, « s'était effrayée à son abord, jusqu'à me faire partager le tremblement qui l'a saisi. » Et pourtant, poursuit le texte, tourna la tête languissamment vers lui lorsqu'il nous quitta. Alors Zilia, qui comprend pas encore les règles un peu particulières, après tout, du badinage amoureux à l'européenne, croit d'abord à un malaise physique, et elle s'apprête à appeler d'Éterville au secours. Céline l'arrête tout de suite, lui impose le silence, et le soir, le billet est montré à d'Éterville. Et Zilia en déduit que Céline aime ce jeune homme. Mais elle ne comprend pas pourquoi on s'effraie de la présence de quelqu'un qu'on aime. Et c'est précisément cette incompréhension qui dit l'essentiel. Parce que ce que Zilia a sous les yeux, sans encore pouvoir le nommer, c'est toute la pression qui s'exerce sur les jeunes femmes non mariées. La surveillance, l'obligation du secret, la clandestinité du sentiment amoureux aussi. Et le tremblement de Céline, la tête tournée languissamment, le billet qu'on ne peut pas garder pour soi. L'anecdote dit tout ça en quelques lignes, sans commentaire. Et le roman n'a pas besoin d'expliquer davantage. Une autre anecdote frappante, plus frappante encore peut-être, est donnée par les lettres 21 et 22. Elle est construite en 2 temps, ce qui lui donne sans doute une structure, enfin en tout cas une force de frappe par cette structure narrative double très efficace. À la lettre 21, Zilia rencontre un jésuite. Elle le nomme un Kusipata en transposant ce personnage instruit et poli dans sa grille inca. Et la première visite est enthousiasmante. Elle note, je vous cite le texte, « Poli comme un grand seigneur, savant comme un amota, il sait aussi parfaitement les usages du monde que les dogmes de sa religion. » Parfait. Zilia est séduite, elle croit avoir trouvé en lui un guide fiable, quelqu'un qui pourra lui expliquer le monde dans lequel elle se trouve. Et vient la lettre 22, et elle s'ouvre sur un retournement complet. Je vous cite encore le texte. « Une seconde visite qu'il m'a faite a détruit la bonne opinion que j'avais prise de lui dans la première. » Alors lors de cette deuxième visite, le jésuite se moque en effet des questions de Zilia sur les gens de lettres, ment sur leurs conditions, et lui dit finalement que son amour pour Asa est, je cite, « incompatible avec la vertu ». Alors, la colère de Zilia est totale et immédiate, et elle l'accable de reproches et le chasse. Alors, ce que cette séquence en 2 temps démontre est très clair, et d'une clarté redoutable. Les Français, dit Zilia, je vous cite le texte, « pêchent plus communément faute d'avoir une idée juste que faute de droiture ». En fait, les Français, ils affichent des vertus, mais ils ne les pratiquent pas. Et l'écart entre la première et la deuxième visite du jésuite dit tout ce qu'il y a à dire sur l'hypocrisie. Et remarquez que Françoise de Graffigny ne fait pas dire ça directement à Zilia comme une thèse, comme une idée, pour reprendre ce mot-là. Elle la laisse voir. Elle laisse vivre la chose. Et à nous, lecteurs, lectrices, de tirer nous-mêmes la conclusion. C'est l'anecdote qui fait le travail qu'une démonstration directe n'aurait certainement pas fait aussi bien et pas aussi durablement non plus, puisque c'est nous-mêmes qui faisons le raisonnement et qui donc le faisons nôtre immédiatement. Voilà, en tout cas, ce que je souhaitais partager avec vous sur les portraits et les anecdotes dans les lettres d'une péruvienne. Vous pouvez retrouver un grand nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao.